La plupart des univers imaginaires ayant marqué l'histoire de la fiction sont hantés par la silhouette de sinistres antagonistes. Impossible de penser à Dune de Frank Herbert sans que l'ombre des Harkonnen ne surgisse d'un recoin oublié de nos esprits. Cette vidéo traitera de la maison Harkonnen, de ses origines jusqu'à sa fin. Lorsqu'on arrivera au point spoiler par rapport à l'intrigue du film Dune partie 2, je vous préviendrai, n'ayez aucune inquiétude. Néanmoins, l'illustration de la vidéo piochera dès le début dans toutes les sources disponibles, y compris les bandes annonces de Dune partie 2, soyez prévenus. Les Harkonnen incarnent une menace aussi écrasante que sordide qui concentre une grande partie des horreurs dont l'humanité se montre sans cesse capable au travers des siècles. Tyrannie, massacre, cruauté sans limite, esclavage, tricherie, corruption, destruction totale de l'environnement pour le profit financier, une litanie qui dépeint un tableau des plus enchanteurs. Parler de Dune implique un détour vers le débat portant sur la légitimité des livres de Brian Herbert, le fils de Frank, dont les ouvrages sont moins aboutis, moins profonds que le cycle initial, sans nul doute, mais qui ont aussi leur public appréciateur et proposent quelques pistes non dénuées d'intérêt. De ce fait, concernant la famille Harkonnen, deux origines sont proposées selon qu'on s'en remette à l'encyclopédie de Dune publiée en 1984 ou, au contraire, aux préquelles écrites par Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Attention toutefois, il n'y a pas une bonne et une mauvaise version, l'encyclopédie de Dune n'est pas un document à la canonicité absolue et certains de ses points sont contredits dans les deux derniers livres publiés par Frank Herbert, à savoir Les Hérétiques de Dune et La Maison des Mers. Le terme Harkonnen provient a priori d'un mot finlandais qui signifie bœuf ou vache. J'aurais aimé vous dire que c'était suédois pour faire le lien avec Stellan Skarsgård qui incarne le Cyrildar baron Vladimir dans les films de Villeneuve, mais bon, on se contentera de la proximité scandinave. Si on s'appuie sur les préquels, le plus ancien Harkonnen mentionné est Ulf Harkonnen, aristocrate et propriétaire d'une entreprise minière sur la planète Agal, dont le nom est celui d'une rune au passage. Ulf arbore déjà certaines caractéristiques récurrentes de la famille comme la cruauté et le mépris pour les valeurs humanistes. Je le précise au cas où, attention, quand je parle de caractéristiques familiales récurrentes, je ne m'inscris dans aucune vision génétique de l'espèce humaine, ni ne me prononce sur la prédestination génétique, mais je reprends simplement la notion de lignage et de poids des ancêtres qui constitue un élément fort de Dune. Ulf donc, selon les préquels, mais si on s'en remet à l'encyclopédie, la maison Harkonnen commence avec Obeshef, un homme qui pourrait être d'origine roturière, rejoignant la noblesse en séduisant la fille d'un comte. En suivant la version de Brian Herbert, le premier Harkonnen qui marque véritablement l'histoire se prénomme Xavier, il est le fils d'Ulf et son histoire est intimement liée à celle du djihad butlerien, cette révolte de l'homme contre les machines pensantes qui explique l'état de la technologie quelques 10 000 années plus tard, à la période du premier roman. Les parents de Xavier, Ulf et Katharina, meurent dans l'attaque de leur vaisseau par des androïdes appelés Simek dans l'univers de Dune. Par la suite, Xavier se consacre à une carrière d'officier militaire. Il a épousé Serena Butler, une des figures majeures de l'avènement du fameux djihad. En effet, elle fut capturée par les machines pensantes et, esclave sur Terre, elle y donna naissance au fils de Xavier, Magnon. C'est le meurtre de ce fils par le robot Erasmus qui fut l'élément déclencheur de la révolte personnelle de Serena et, dans la foulée, de celle des autres esclaves humains. Le djihad butlerien tel qu'imaginé en détail par Brian Herbert et Kevin J. Anderson est bien trop vaste pour être résumé ici, il faudrait y consacrer une vidéo à part entière. Vous me direz en commentaire si cette perspective vous tente. Ce qu'on peut retenir pour Xavier Harkonnen, c'est qu'il fut potentiellement celui qui prit la décision du bombardement atomique de la Terre pour porter un coup décisif aux machines, tout en condamnant toute vie à la surface. Par la suite, il devient ami avec Vorian Atreides et mena ses troupes à de nombreuses victoires. Au regard de l'histoire avec un grand H du monde de Dune, le principal événement de la vie de Xavier Harkonnen reste sa mort. Une mort aussi héroïque que tragique. En effet, Xavier décide de se sacrifier pour débarrasser l'humanité du leader fanatique et amoral du djihad de l'époque, le grand patriarche Iblis Ginjo. Par la suite, Iblis fut considéré comme un martyr de la cause du djihad butlerien et Xavier comme l'un des pires traîtres à l'humanité. Xavier se doutait de ce retournement et la priorité fut donnée au maintien de la cohésion humaine face aux machines
plutôt que de laver l'honneur du héros sacrificiel. Le prochain Harkonnen de grande importance se prénomme Abu-Lurd. Il serait le petit-fils de Xavier dans la version de Brian Herbert et celui d'Obetchef selon l'encyclopédie. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, ce sont ses décisions lors de la bataille de Corrine, la dernière du djihad butlérien. Dans la version de Brian Herbert, les humains dirigés par la Ligue des Nobles sont déterminés à venir à bout d'Omnius, la super intelligence artificielle qui dirige les machines et qu'ils ont réussi à confiner sur son dernier monde synchronisé. Des millions de boucliers humains étaient utilisés pour empêcher l'approche et faire exploser la flotte humaine. Face au massacre que cela aurait représenté, Abu-Lurd refuse d'exécuter l'ordre de Vorian Atreides de détruire cette protection de boucliers humains, de les sacrifier dans l'espoir ensuite de remporter la victoire et de sauver l'humanité dans son ensemble. La version des faits proposée par l'encyclopédie est nettement différente puisqu'on a alors un Abu-Lurd Harkonnen qui fuit la bataille de Corrine par pure lâcheté. On a donc une version, celle de Bryan et Anderson, qui évoque un dilemme moral des plus légitimes et intéressants, tandis que l'encyclopédie résume un comportement de pure couardise. Quoi qu'il en soit, la disgrâce qui s'ensuivit pour Abu-Lurd et son nom est à l'origine de l'hostilité apparemment sans fin qui opposera les maisons Harkonnen et Atreides. Ici, l'histoire va se comprimer et le temps défiler. En effet, durant des millénaires, la maison Harkonnen est apparemment restée une maison mineure. A priori, le principal critère de différenciation entre maison mineure et majeure, outre l'influence politique qui accompagne le statut bien sûr, se situe dans l'ampleur des échanges commerciaux dirigés par la maison. Une maison mineure va chapeauter les échanges au sein d'une seule planète, tandis qu'une maison majeure les supervise au sein d'un système entre plusieurs planètes sous son contrôle. Ce qui est certain, c'est que ce fonctionnement par maison s'inscrit dans le système des Faux-Freluches, inspiré bien sûr du système féodal de l'Europe médiévale. Les Faux-Freluches cherchent à ordonner une humanité répartie sur de multiples mondes en s'efforçant de donner une place à chacun tout en maintenant chacun à sa place. Dans cette idée, on perçoit déjà le risque de stagnation inhérent à cette organisation qui prend l'empereur comme figure de référence centrale et dont l'autorité est représentée sur toutes les planètes de l'Imperium au travers des maisons, qu'elles soient mineures ou majeures, maisons qui incarnent indirectement son pouvoir. Le principal organe permettant le débat entre les maisons ainsi que l'expression de leur volonté à équilibrer avec celle de l'empereur est une assemblée de représentants appelée le Landsrat. Seules les maisons établies ont eu leur mot à dire au sein du Landsrat, et ce dès la création d'organismes aussi essentiels que la Guilde spatiale et la Compagnie des honnêtes Aubert marchands, la CHOM. Au travers d'eux, les maisons ont obtenu un accès monopolistique au voyage spatial et au commerce, ce qui ne laisse aucune place à d'autres structures de gouvernement qui pouvaient initialement perdurer au sein du Landsrat. C'est essentiellement via l'accumulation de richesses et les manigances politiques que la maison Harkonnen dépasse son statut de maison mineure pour s'élever au rang de maison majeure. Cet enrichissement s'est notamment appuyé sur l'exploitation de la fourrure de baleine, une ressource qui n'est pas vraiment décrite par Frank Herbert, même si on sait que ces baleines vivent notamment sur la planète marine Lankiveil, a priori située dans le système de Giedi Prime, le cœur du fief Harkonnen. L'exploitation de cette fourrure s'est faite au détriment de toute considération morale ou éthique, que ce soit vis-à-vis de l'environnement ou des travailleurs. Cette priorité absolue donnée à l'accumulation de richesses et de pouvoir est un trait essentiel de la maison Harkonnen telle que représentée dans les livres du cycle. Selon l'univers étendu, la dynamique a été initiée par le Siri baron Dimitri, puis par son fils et successeur Vladimir. Selon l'encyclopédie, en revanche, Vladimir est le troisième fils de Gunsang Harkonnen. Il réchappe de peu à une tentative d'assassinat par un frère aîné, puis étrangle sa propre mère. Dans les deux cas, Vladimir est un prodige. J'ai utilisé le titre de Siridar Baron qui a pu vous interpeller. Siridar implique tout simplement la gouvernance d'une planète, la fameuse Giedi Prime, dans le cas de la maison Harkonnen. Une maison majeure dispose de sa propre armée et d'un emblème héraldique dont les couleurs se retrouvent sur les uniformes de ses troupes. Et même si les maisons majeures en disposent normalement, l'usage des atomiques, comme la saga appelle les armes nucléaires, est interdit et leur efficacité est théoriquement limitée du fait de l'existence de boucliers. De fait, au regard des lois de l'Imperium, les vendettas entre maisons ont le droit de s'exprimer, mais uniquement via des guerres d'assassins et jamais dans des confrontations armées directes à grande échelle. Avant d'en venir à Vladimir Harkonnen, qui est évidemment pour nous le représentant le plus marquant de cette maison, arrêtons-nous quelque temps sur l'enchanteresse Giedi Prime.
L'écosystème de la principale planète Harkonnen a été sacrifié à son industrialisation et elle dépend presque entièrement des importations depuis d'autres planètes pour sa subsistance organique. Le Soleil est 4 fois moins lumineux que celui que nous connaissons sur Terre et dans Dune partie 2, Denis Villeneuve a choisi une façon extrêmement marquante de rendre cela visuellement avec une lumière réduisant les couleurs extérieures sur la planète au noir et blanc. Ce qu'on appelle la baronnie sur Giedi Prime est une sorte de mégacité qui regroupe l'essentiel de la structure du pouvoir Harkonnen et une bonne partie de la population ainsi que des activités de la planète. Avec un sol riche en minerais, l'activité industrielle de Giedi Prime se compose principalement d'exploitation minière et de construction d'armes. De nombreuses arènes parsèment la surface de la planète car les jeux sanglants du cirque Harkonnen sont le principal loisir de la population, loisir dans lequel Feyd-Rautha, neveu de Vladimir, s'illustrera tout particulièrement. On peut aussi évoquer le cas de Gurney Halleck, qui fut sauvé des arènes Harkonnen par le duc Leto et dont la sœur a été assassinée par Glossu Raban. On retrouve souvent dans Dune cette notion des tout meilleurs guerriers forgés par un environnement hostile, comme les Sardaukar sur Salusa Secundus, les Fremen sur Arrakis et Gurney Halleck au travers d'une vie très mouvementée. La société sur Giedi Prime est marquée par une loi violente, écrasante. Son équilibre social s'appuie sur l'esclavage, la terreur et la domination de la noblesse. Les valeurs qui sont mises en avant sont la loi du plus fort ou plus précisément du plus vicieux, puisque la meilleure voie vers l'ascension sociale reste la traîtrise, la manipulation et la tricherie. Si vous ne saviez pas quelle destination retenir pour vos prochaines vacances, je pense vous avoir convaincu. Alors il est vrai, bien plus tard dans le cycle de Dune, la planète évoluera et changera de nom comme d'écosystème, mais ici dans cette vidéo, ce n'est pas vraiment l'endroit pour en parler. Vladimir Harkonnen, né en 10110, son demi-frère Abulourd renoncera au nom Harkonnen pour prendre celui d'Abulourd Raban, exprimant ainsi qu'il ne représentait aucune menace pour son frère aîné. Frank Herbert a-t-il choisi le prénom Vladimir en référence à Vlad l'Empaleur, à Vladimir Lénine ou à aucun des deux? On l'ignore. Quoi qu'il en soit, la liste commence à peser en termes de prénoms un peu connotés, surtout qu'à notre propre époque, on se trimballe le glaçant Poutine depuis un bail. On sait en revanche que Frank Herbert a notamment adopté Harkonnen pour la sonorité dure qui pouvait faire penser, selon lui, à l'Union soviétique, tout en s'inspirant en partie des nazis pour l'organisation de la société Harkonnen sur Giedi Prime. Abulourd, le demi-frère de Vladimir, aura deux fils, Glossu et Feyd-Rautha, sachant que Vladimir Harkonnen les prendra tous deux et à sa façon bien particulière sous son aile. En 10130, alors que Vladimir n'a que 20 ans, la maison Harkonnen obtient un quasi-fief d'Arrakis pour en extraire le fameux mélange, la substance la plus précieuse de l'univers connu, dans le cadre d'un contrat avec la Chaume. En appliquant ses méthodes habituelles, la maison s'aliène totalement les Fremen, qui habitent Arrakis bien sûr, mais parvient à générer un profit énorme, participant à installer les Harkonnen comme une des forces majeures de l'Empire. Selon l'univers étendu défini, je vous le rappelle, par Bryan et Anderson, Dmitri Harkonnen, père de Vladimir, meurt en 10146, ce qui laisse supposer que le règne de Vladimir en tant que Siridar baron s'étale sur 46 ans. Si on s'en réfère à l'encyclopédie, en revanche, le règne de Vladimir commence bien plus tôt encore. Vladimir est un personnage qui a été représenté de diverses manières, mais si on se réfère à la seule source qui compte vraiment, à savoir les écrits de Frank Herbert, il se définit comme un individu à l'intelligence redoutable qui poursuit des objectifs de puissance et de satisfaction de ses désirs sans aucune limite morale. Vladimir Harkonnen est cruel et sadique tout en ayant une grande capacité à déchiffrer les gens qui l'entourent et à deviner leurs intentions, leurs motifs. Le climat de terreur qui émane de lui se répand et vient baigner tout le fonctionnement de la maison, enfin une preuve que le ruissellement fonctionne du feu de Dieu. Vladimir exprime des tendances homosexuelles et, sur un tout autre registre, pédophile. Son obésité extrême est simplement un fait qu'on attribue à une forme de gloutonnerie dans le cycle de Dune, mais dans l'univers étendu, donc au travers des écrits de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, cette situation physique est la conséquence d'une maladie très spécifique. Pour évoquer cette maladie, il faudra aborder des spoilers, donc arrêtons-nous avant cela sur les représentations et le symbolisme autour du personnage de Vladimir. D'une certaine façon, on peut craindre ou déplorer que l'obésité du personnage soit automatiquement associée à son ignominie générale. C'est un raccourci que certains lecteurs ou spectateurs pourraient n'accepter que trop rapidement, comme j'ai pu le faire
bien plus jeune, sans même y penser. L'assimilation grossière entre difformité physique et ignominie morale est poussée à son paroxysme dans le film Dune de David Lynch, sachant que le baron y est représenté comme à moitié dément et prompt à mener des expériences dégoûtantes sur son propre corps. Dans l'adaptation de Denis Villeneuve, l'approche est nettement plus mesurée et intéressante. La masse physique du personnage ne cache pas sa finesse intellectuelle. On peut même deviner que le baron instrumentalise sa stature pour participer de son caractère terriblement imposant. On peut sans doute trouver dans cette représentation du personnage un peu d'inspiration du côté du fameux colonel joué par Marlon Brando dans Apocalypse Now. Dans les livres, les suspenseurs qui permettent au baron de se mouvoir aisément malgré sa masse corporelle ne lui permettent pas de voler comme on peut le voir faire dans les deux adaptations cinéma. Cette capacité à voler qu'il a acquise dans les films me semble un choix plutôt judicieux, notamment pour renforcer la puissance des quelques scènes où, dans l'adaptation de Villeneuve, on voit le baron en dehors de son bain d'huile noire. Si on suit l'encyclopédie, on a quelques aperçus plus précis de la manière dont Vladimir Harkonnen a imposé sa maison au plus haut niveau des sphères de pouvoir de l'Imperium. Ainsi, tous les prétoriens et officiers militaires de Giedi Prime sont soumis à un terrible interrogatoire psychochimique et ceux qui échouent sont exécutés immédiatement. Implanté dans son règne de terreur absolue, il peut se consacrer à la politique extérieure et commence par courtiser l'empereur en finançant les terribles Sardaukar avec les profits de ses exploitations minières. Ensuite, il a développé des partenariats avec des maisons mineures et graissé la patte des cadres de la Chaume afin d'être accepté comme partenaire légitime. Les pots de vin arrosaient aussi la maison impériale, la maison Corrino, en visant les bonnes personnes au bon moment. S'appuyant sur un mentat particulièrement talentueux, les manigances de Vladimir aboutirent enfin au quasi-fief sur Arrakis et à l'exploitation du mélange qui permit d'accéder à une richesse incomparable. La maison fut parfois la cible d'assassins bien sûr, mais Vladimir avait déjà alors pour lui le soutien de l'empereur Shaddam IV. Les relations entre Vladimir Harkonnen et son neveu, Feyd-Rautha, forment peut-être la quintessence de la décrépitude morale de cette maison, sachant toutefois que le mentat Tufir Hawat y joue un rôle majeur, tout du moins dans les livres. Travaillant pour la maison Harkonnen suite à la mort de Leto et le suppostyle de Paul Atreides, Tufir Hawat va manigancer au sein même de la maison de ses ennemis pour dresser le neveu contre son oncle. Les machinations ne fonctionnent que trop bien avec ces individus immoraux et assoiffés de pouvoir, et Feyd-Rautha n'est pas très loin de parvenir à faire tuer Vladimir. En réponse à cette tentative, Vladimir, qui apprécie l'audace de son neveu mais compte bien rester à la tête de la maison et bien vivant, force Feyd-Rautha à tuer de sa main l'entièreté des concubines de son harem. Comme vous le savez forcément, puisque c'est le cœur de l'intrigue du premier film de Denis Villeneuve, eh bien Vladimir Harkonnen passe un accord secret avec l'empereur pour piéger le duc Leto Atreides, qui reçoit la charge de la gestion d'Arrakis et surtout de l'exploitation de l'épice, avec un fief complet, plus profitable et prestigieux en apparence que le quasi-fief auquel renoncent alors les Harkonnen. La popularité croissante du duc Leto inquiétait l'empereur qui tenait ainsi à se débarrasser d'un concurrent potentiel. Quant à la haine immémoriale entre Harkonnen et Atreides, vous en avez déjà l'explication des origines dans cette vidéo. Le piège tendu par le baron sur Arrakis est terrible. Les méthodes appliquées au docteur Suk Wellington Yue sont aussi ignobles qu'efficaces et la victoire Harkonnen s'avère presque totale, si ce n'est bien sûr pour l'improbable survie de Paul et Jessica. C'est le moment pour moi de vous demander si vous êtes abonné à la chaîne, si vous avez laissé un pouce en l'air sur cette vidéo, si vous avez l'intention de me dire en commentaire pourquoi vous aimeriez éventuellement d'autres vidéos de ce type. Et si je vous parle de tout ça, c'est pour satisfaire l'ogre qui décide des vidéos qu'on vous propose en page d'accueil de YouTube bien sûr, le terrible algorithme. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Quoi qu'il en soit, il est temps d'en venir maintenant aux spoilers concernant l'intrigue de Dune partie 2. Si vous êtes encore ici, vous connaissez parfaitement l'histoire de Dune, où les spoilers vous indiffèrent. J'en reviens donc à cette maladie qui aurait frappé le baron Harkonnen, dans l'univers étendu du moins, une maladie qui lui aurait été inoculée par la révérende mère Gaius Hélène Moyam. En effet, l'un des secrets de Dune partie 2 est que Jessica est la fille de Moyam et Vladimir Harkonnen. Uniquement dans le cadre de l'univers étendu, on apprend que Jessica est le fruit d'une seconde tentative de la sorte. Après un chantage de la Bene Gesserit pour la première tentative, la seconde se déroule dans l'horreur puisque le baron se venge d'elle en la violant. Néanmoins, le contrôle qu'ont les Bene Gesserit sur leur organisme
lui permet d'inoculer en retour au baron une maladie dégénérative qui va être à l'origine de son obésité et potentiellement expliquer les traitements qu'il semble suivre, notamment dans le film, du moins si on choisit d'interpréter ainsi ces fameux bains d'huile noire. Il faut souligner la terrible ironie de cette fusion entre les lignées Atréides et Harkonnen pour aboutir à Paul et à ceux qui suivront. Si on revient très loin en arrière, on découvre que la maison Corrino est d'ascendance Harkonnen elle aussi via Xavier Harkonnen, du moins dans l'univers étendu toujours, imaginé par Bryan et Anderson. Et si on suit cette vision, le sang Harkonnen est bien celui qui dirige l'Empire durant plus de 13 000 ans, ce qui rend la tentative de Vladimir de saisir ce pouvoir encore plus dérisoire d'une certaine manière. La fin de la famille Harkonnen se précipite avec la mort de Glosuraban durant l'insurrection Fremen, puis l'assassinat de Vladimir et enfin la défaite de Feyd-Rautha face à Paul. Étant donné que le film Dune partie 2 n'est pas encore sorti pour le public, au moment de publier cette vidéo, même si j'ai pu voir le film en avant-première, je ne détaillerai pas les choix qui y sont faits, mais j'y reviendrai dans ma critique du film avec spoiler, quand le moment sera venu. Pour se contenter entre guillemets ici des livres, Glosuraban est tué par la population d'Arrakis durant l'insurrection. Quant à Vladimir Harkonnen, il est tué par Alia Atréide à l'aide d'un gomme Jabbar, ces dards empoisonnés typiques des Bene Gesserit. Enfin, Feyd-Rautha succombe alors que Paul remporte leur duel à mort au couteau. On pourrait évoquer la fille de Feyd-Rautha avec Margot Fenring, mais la lignée s'éteindra rapidement aussi de ce côté. Comme vous le savez sans doute déjà, l'influence de Vladimir Harkonnen perdurera au-delà de sa mort au travers du terrible destin d'Alia Atréide. Toutefois, à sa façon, c'est bien elle qui eut tragiquement le dernier mot sur l'emprise de son diabolique grand-père. L'encyclopédie de Dune évoque même à ce sujet une pièce de théâtre qui fut plus tard créée pour saisir l'histoire abominable des destins liés de Vladimir et Alia. Cette pièce de théâtre avait pour titre « De l'eau pour les morts ». J'espère que ce tour d'horizon de la terrible famille Harkonnen vous a plu, vous a replongé dans des souvenirs de lecture, vous a donné envie de lire ces livres que je vous recommande chaudement, notamment pour le cycle principal de Frank Herbert, ou bien sûr de découvrir ou redécouvrir les films passés et à venir. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, avec bien sûr notamment mes critiques avec et sans spoiler de Dune partie 2, qui est quand même vraiment très chouette. A très bientôt, salut!